Donc effectivement, le thème de ce soir, c'est HPI multipotentiel, comment redevenir un entrepreneur à succès, étant entendu que pour certains, peut-être, vous l'avez déjà été et que bah, vous cherchez à poursuivre sur cette lancée. Alors au menu de ce soir, eh ben, plusieurs choses. D'abord, on va parler des atouts des entrepreneurs HPI. D'une façon générale, j'aurais pu parler des atouts des HPI ou des multipotentiels, mais on va se centrer surtout sur ceux des entrepreneurs HPI. Quels sont les atouts que les HPI ont pour entreprendre? En deuxième, je vais vous parler des zones aveugles des entrepreneurs HPI. J'aurais pu dire les faiblesses, j'aurais pu dire les points de progrès, mais je préfère parler des zones aveugles et vous verrez pourquoi après. Alors, je surveille en même temps vos remarques et vos questions. Surtout, n'hésitez pas, je vais être en surveillance en permanence pendant cette soirée, pendant que je parle. Et au passage, je vais essayer de tenir le timing de 45 minutes, mais peut-être qu'il m'arrive des fois de déborder un petit peu. Et puis, troisième point, bien évidemment, après avoir vu les atouts et les zones aveugles, on va parler des clés pour redevenir un entrepreneur HPI à succès. Voilà, alors j'aime bien cette image de la fusée parce que voilà, ça correspond à une de mes passions, l'exploration spatiale, mais d'une certaine façon, créer son entreprise, reprendre une entreprise, démarrer une entreprise, euh, réussir une entreprise, on pourrait dire que ça ressemble un peu au lancement d'une fusée d'une certaine façon. Alors, je vais commencer, mais assez rapidement par une anecdote personnelle. Ça, c'est moi il y a 23 ans. Alors, pourquoi cette photo? C'était quand j'étais directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de mon anecdote personnelle. En fait, quand j'étais jeune, mes parents étaient instituteurs et comme eux, j'étais un pur produit du système scolaire, puisque j'ai été ingénieur diplômé d'une grande école. Voilà, peut-être d'une certaine façon pour leur faire un peu plaisir. Et puis ensuite, j'ai commencé ma carrière par 10 ans dans l'industrie automobile chez PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis. Et on appelait à cette époque-là, PSA, on l'appelait la grande famille, parce que on y rentrait pour y rester et pour y faire carrière. Et moi, j'ai appelé ça plus tard le fonctionnariat du privé, parce que d'une certaine façon, c'était une espèce de cocon bien protecteur, une grande entreprise avec toute une organisation. Alors certes, passionnante par bien des aspects, mais j'étais quand même très très éloigné de l'entrepreneuriat à cette époque-là. Et je voyais ça comme un monde à la fois assez attirant, mais quand même plutôt inconnu et d'une certaine façon inatteignable. Je voyais ça vraiment très très loin. Et peu avant de quitter l'automobile, en fait, au bout de 10 ans, donc c'était dans les années 97, j'ai commencé à apprendre le pilotage d'avion. Et ce pilotage, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un apprentissage où vous devez sans cesse prendre des responsabilités, vous devez sans cesse prendre des décisions, vous engagez, vous et la vie de vos passagers. Et cet apprentissage, pour moi, a été un véritable déclic à la fois dans ma confiance en moi et dans mon estime de moi. Et ça a été un élément déclencheur de mon départ de chez PSA. Et à l'époque, quand je suis parti, beaucoup de gens me disaient, mes parents en premier me disaient, mais tu lâches la proie pour l'ombre, quelle idée de quitter une belle carrière qui se promet à toi. Mais je sentais cet appel déjà. Et en quittant PSA, comme j'étais passionné par l'éducation, les chiens ne font pas des chats. À l'époque, j'ai pris justement ce poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé en logistique industrielle. Donc, je faisais quand même le lien avec ce que j'avais connu auparavant. Et ce poste était rattaché à une chambre de commerce. Donc, d'un côté, j'avais une certaine autonomie. J'ai commencé, on va dire, à prendre un peu mon envol, mais de l'autre, j'étais rassuré parce que j'étais membre d'un comité de direction, j'étais adossé à des services, RH, finance, administratif. Donc, tout allait bien d'une certaine façon. C'était assez rassurant. Et puis en 2005, mon DG de la CCI de l'époque m'a dit, ben voilà, c'est très bien ce qui s'est passé comme directeur de l'école de logistique industrielle, mais vous allez revenir au siège et vous allez faire du développement économique, vous allez accompagner les startups, les créateurs d'entreprises. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. J'étais directeur du pôle entrepreneuriat et innovation de la CCI de Rennes. J'avais en charge en fait d'accompagner des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs à fiabiliser leur business, à développer leur business au mieux, et tout ça sans avoir jamais goûté moi-même à l'aventure entrepreneuriale. Donc, à cette époque-là, j'ai pris conscience que vraiment, ça commençait à me titiller sérieusement, mais j'avais en même temps de plus en plus de freins qui se révélaient à moi. J'avais beaucoup d'idées, je ne savais pas par laquelle commencer,
je pensais que j'étais pas prêt et surtout, je me voyais pas vendre. Et je pense que de ce point de vue-là, j'avais sans doute raison, c'est que j'étais pas prêt à vendre, je ne savais pas le faire et je crois que j'aimais pas trop ça. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais mal. Et puis en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces créateurs, ces entrepreneurs que j'accompagne au quotidien? Qu'est-ce que j'ai de moins pour ne pas oser y aller moi-même? Et puis dans la même période, à partir des années 2005, j'ai intégré une association de dirigeants qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Et pareil, j'étais confronté, enfin j'étais mélangé à des tas d'entrepreneurs. Alors j'étais un des rares dirigeants salariés, donc pas qui avait créé son entreprise, mais entouré de personnes qui avaient créé leur entreprise ou repris une entreprise. Et je me disais, mais pareil, qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces dirigeants, que tous ces créateurs d'entreprises? Mais il m'a fallu quand même, malgré tout, 14 ans avant de franchir le pas. Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2015, eh bien, j'ai été licencié de mon poste. Et c'est parce que j'étais placé au pied du mur et que j'étais contraint à un choix, finalement, que j'ai bien dû, à un moment donné, me dire, je ne me vois pas retourner dans le salariat, je ne voyais pas de solution qui me correspondait à mon profil, parce que déjà, je sentais bien que j'avais ce profil extrêmement multiple, euh, mais en même temps, je ne savais pas par où commencer dans cette création. En fait, cette aventure a créé en moi des sentiments contradictoires. Il y avait l'envie, mais il y avait à la fois la peur de l'échec, la peur de me retrouver en insécurité financière. C'est un sujet que certains m'ont évoqué dans les échanges avant aujourd'hui et dont je vais reparler tout à l'heure. Et depuis que je suis indépendant, je réalise à quel point, en fait, j'ai toujours eu de véritables atouts pour développer mon business, pour développer mon activité. Mais en fait, il m'a fallu rentrer dans l'action pour m'en rendre compte. Et il m'a fallu surtout du temps pour réaliser que j'étais très différent des autres et du coup que mon projet serait forcément différent. Il m'a fallu du temps pour comprendre aussi que je ne fonctionne pas comme les autres et donc ma cible ne serait pas comme les autres, que ma cible me ressemblerait, que mon projet me ressemblerait, que mon projet ne ressemblerait pas au canon de la beauté habituel. Alors pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? Ben, pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'ai eu le sentiment, d'une certaine façon, de perdre bien des années à me poser toutes ces questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis compétent? Quel projet lancer? Et comment je vais pouvoir me vendre alors que j'arrive déjà même pas à m'accepter moi-même en tant que personne? Et j'ai envie de dire, et vous, combien de temps vous êtes prêt encore à perdre avant de franchir le pas, avant de peut-être, vous avez peut-être déjà franchi le pas, mais avant de lancer le projet qui vous correspond pleinement. Et puis la deuxième raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que finalement ma carrière professionnelle s'est très très bien passée pendant des années, jusqu'à ce licenciement, on va dire pendant plus de 20 ans, 25 ans pratiquement, et jusqu'au jour où finalement, quand j'ai senti que j'étais plus en phase avec ce salariat, avec ce moule qui m'étouffait, et que j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait pour être licencié, eh bien, tout a commencé à dérailler. Je me suis retrouvé dans le brouillard, je ne savais pas par où commencer, etc. Et là, je me suis dit, mais je ne comprends plus ce qui m'arrive. Et j'ai été bien obligé de me rendre compte qu'il y avait autre chose à aller creuser. Et là, j'ai envie de vous dire, si vous avez vous-même ce sentiment qu'il y a eu un peu ce déraillement à un moment donné, si vous avez ce sentiment que, il a fallu changer un peu de paradigme, ben, sans doute c'est que vous êtes au bon endroit. Alors concrètement, c'est quoi les atouts de l'entrepreneur HPI? Je rentre dans le détail. Et surtout, n'hésitez pas, je vois que le compteur de questions n'a pas bougé, mais n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques aussi, pourquoi pas, hein, je réponds aussi aux remarques. Alors, le premier atout de l'entrepreneur HPI, c'est que il est autonome. Alors, en fait, c'est non seulement une aptitude à l'autonomie, le HPI, mais c'est aussi une valeur profonde qui l'incarne très profondément. En fait, le HPI ne veut dépendre de personne d'une certaine façon, mais en même temps, il est capable de se gérer par lui-même. Il est capable d'avancer par lui-même. Et ça, c'est très important quand on veut devenir entrepreneur, quand on veut devenir indépendant. C'est d'ailleurs ce qui les a conduits souvent, ce qui vous a conduit probablement à être mal à l'aise hein, dans un environnement de salariat, surtout si vous étiez confronté à une hiérarchie avec beaucoup de poids, d'importance, beaucoup de présence. L'autre atout des entrepreneurs HPI, c'est qu'il a l'esprit responsable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit responsable? Eh bien, d'abord, les HPI sont très authentiques et très sincères et ils sont très entiers
de ce point de vue-là, et donc ils ne peuvent pas concevoir de ne pas assumer pleinement leurs actes. Qu'est-ce que c'est que d'être responsable? C'est ça, c'est d'assumer totalement ses actes. C'est très cohérent aussi avec le fait d'être autonome. Moi, quand j'ai appris à piloter des avions, le plus grand plaisir, c'était de sentir que quand j'orientais le manche à droite, l'avion allait à droite, quand le manche allait à gauche, l'avion allait à gauche, et que ma vie dépendait, enfin mon avenir ne dépendait que de moi d'une certaine façon. Pour moi, c'est ça, être responsable, c'est sentir qu'on a pleinement les mains libres, mais que du coup, nous vivons une vie qui est en impact direct avec nos actions. L'autre qualité des HPI, c'est que à la fois il a besoin de liberté et il aime la liberté. Il s'épanouit, on pourrait dire, dans la liberté. C'est ça peut-être la qualité du HPI. Euh, Or, quoi de mieux qu'être entrepreneur hein, quand on aime être libre, même si on pourrait dire qu'on n'est jamais complètement libre quand on est entrepreneur, mais même ses clients, finalement, on peut les choisir. Euh, voilà, j'y reviendrai plus tard sur ce sujet. L'autre qualité des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils sont ultra adaptables, ils sont en progrès continu. Alors, en fait, c'est même des champions de l'adaptation. On pourrait dire que c'est des caméléons professionnels. Ils adorent apprendre en permanence, ils adorent se remettre en cause, ils adorent progresser, ils adorent faire toujours mieux. Donc, quelque part, le progrès continu, c'est quelque chose de complètement naturel chez eux. Je pourrais même dire d'inconscient. Il ne nécessite aucun effort spécifique. Ouais, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui cherche à m'envoyer un message sur le téléphone. Donc voilà, il ne nécessite pas d'effort pour le HPI d'être en progrès continu. Et quoi enfin, c'est une grande qualité, c'est un grand atout d'être en progrès continu et d'être ultra adaptable dans un monde qui bouge en permanence. Et je dirais qui bouge de plus en plus vite. Alors, l'autre qualité des HPI, l'autre atout des HPI, c'est d'être polyvalent. Je pourrais même utiliser un terme peut-être un peu différent. C'est le terme de polyexpert. Parce que polyvalent, derrière polyvalent, on pourrait penser, oui, en réalité, moi je disais d'ailleurs quand j'étais plus jeune, je suis généraliste en tout, spécialiste en rien. En réalité, le HPI, il est polyspécialiste, il est polyexpert. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que polyvalent. Et cette capacité d'apprendre en permanence et de se fondre, on va dire, dans différents moules est extrêmement importante pour l'entrepreneur, pour celui qui veut entreprendre, parce que il va devoir à la fois être inventeur d'un produit ou d'un service, il va devoir le concevoir, le mettre en œuvre, il va devoir le produire et le délivrer. Il va devoir aussi être un gestionnaire, il va devoir aussi probablement être un planificateur, un organisateur. Il va devoir aussi, pour certains, savoir manager. Donc voilà en quoi cette polyvalence est extrêmement utile pour entreprendre. Et puis, le HPI est également très créatif, très innovant. En réalité, les HPI ont un esprit en arborescence. Alors, cette arborescence, elle existe chez tout le monde, mais elle est encore plus importante que la moyenne chez les HPI et ça lui conduit donc à faire des liens entre des sujets qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Et c'est en ça qu'il est créatif parce que il va créer des liens là où les autres ne les voient pas. Et comme ils s'ennuient très vite, ils aiment inventer de nouvelles choses, ils sont passés maîtres hein, dans cette façon d'inventer, sauf dans le cas où leur environnement, leur entourage est éteint, on va dire, cette créativité naturelle, eh bien, on trouve une forte concentration de HPI dans des métiers, dans des contextes d'innovation et de créativité, y compris par exemple dans le domaine artistique. Hein. Je pense en particulier à Léonard de Vinci, qui lui était pour le coup à la fois inventeur, innovateur, ingénieur, mais aussi artiste. Alors cette créativité, cette innovation, elle est absolument fondamentale aussi pour l'entrepreneur parce que il doit se réinventer pratiquement en permanence. Dans un monde qui bouge, celui qui n'innove pas en permanence, eh bien, il disparaît très rapidement. Alors l'autre qualité du HPI, c'est qu'également il est visionnaire. Alors je surveille en même temps les questions. Oui, il y aura un replay du webinaire, Stéphanie, et je le diffuserai dès ce soir. Voilà. Alors, donc, oui, effectivement, le HPI est visionnaire. Il a tendance à anticiper en permanence. C'est presque on pourrait dire que c'est un mécanisme qui est globalement spécifique à l'homme, mais qui est particulièrement développé chez le HPI. Donc, ce sont de grands visionnaires.
Je vais vous donner un exemple quand, au début des années 90, quand je passais mes CD de musique dans mon lecteur, je me disais, mais comment se fait-il que personne n'ait encore eu l'idée, plutôt que de stocker ça sur un support mobile et qui peut peut-être s'abîmer, c'est de stocker toutes ces informations de 0 et de 1, cette information numérique finalement, sur un support qui ressemblerait à un ordinateur, mais beaucoup plus petit, et où on rassemblerait tous les CD de musique, et ce serait beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, ce serait quelque chose de mobile. Je venais d'inventer le premier lecteur MP3, mais sans le savoir, sauf que les premiers lecteurs MP3, ils sont arrivés sur le marché 10 ans après. Donc on voit bien que ce genre de choses, je pense que ce genre d'intuition, certainement, certains d'entre vous les ont eu aussi, mais sauf qu'on en fait souvent pas grand-chose, mais il n'empêche que les HPI ont cette capacité de vision, d'avoir 2 coups ou 3 coups d'avance. Alors, ils sont aussi plus réactifs et plus rapides que la moyenne. Alors, ils sont rapides en tout, ils sont rapides pour observer, pour comprendre, pour apprendre, pour décider, pour agir. Alors, encore que agir, des fois, ça peut aller un peu plus lentement, mais ça, on pourrait y revenir si vous avez des questions. Et donc, ils ont un atout incroyable dans un mood qui bouge et un monde qui est en accélération. Et pour un entrepreneur dont le métier, c'est de piloter et de s'adapter, évidemment, c'est très important. Alors, je pense en particulier à un entrepreneur que j'ai accompagné il y a quelques années, dont le métier, c'était de piloter la partie vidéo et informatique de congrès organisés en multisalle. Et du Covid, bien évidemment, tous les congrès ont été annulés du jour au lendemain et son business a été supprimé quasiment du jour au lendemain. Il s'est réuni avec, avec son associé, avec quelques-uns de ses proches, et il a imaginé, en fait, tout simplement, complètement faire pivoter son business en disant, bah, puisqu'on ne peut plus faire de congrès en physique, on va organiser des congrès virtuels. Et en l'espace d'un mois, quasiment, il a complètement réinventé son métier, alors en se basant quand même sur des compétences qu'il avait en interne, mais c'est là où je dis qu'il a été incroyablement réactif. N'importe quel entrepreneur classique n'aurait pas pu réagir aussi vite, n'aurait pas eu l'idée de réagir aussi vite. L'autre qualité du HPI, c'est qu'il est très exigeant. Alors, on va voir que ça peut avoir aussi des conséquences parfois un peu négatives, mais comme il est très exigeant, il est aussi plus performant. Il se fixe des standards beaucoup plus élevés et donc il atteint aussi des standards plus élevés. Alors, visionnaire, marque visionnaire égale intuition avant la raison, quitte à trouver les justifications rationnelles après. Oui, d'une certaine façon, derrière vision, il y a bien cette notion d'intuition. Et de mon point de vue, l'intuition n'a rien d'irrationnel, c'est juste qu'effectivement, elle est difficile à expliquer parce qu'elle nous arrive à une telle vitesse qu'on n'a pas, le cerveau ne peut pas conscientiser le mécanisme et les jonctions qui se sont faites dans le cerveau, les jonctions entre plusieurs idées qui, à un moment donné, font venir cette intuition. Trouver les justifications rationnelles après, parfois, c'est même pas possible. Donc, parfois, il faut accepter l'idée que cette intuition, elle est valable, elle est pertinente. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Marc. Grégory, ces atouts peuvent faire peur à nos interlocuteurs. On est d'accord. Et c'est là où, justement, quand on est entrepreneur, ben, peut-être on a un atout aussi, hein. Par notre persuasion et nos coups d'avance, comment faire pour mieux convaincre sans faire peur? Euh, je vais y répondre en 2 temps, mais d'une certaine façon, je dirais que ça rejoint un des conseils que je vais vous donner à la fin, c'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, HPI, eh bien, vous allez construire votre offre à votre image et vous allez probablement avoir une cible de clientèle à votre image. Et c'est en cela que peut-être ça répond à votre attente, à votre question, Grégory, de vous dire que vous pouvez ne plus faire peur parce que vous vous adressez à des clients qui vous comprennent et qui même, je dirais, sont connectés quelque part à vous. Alors, il y a un spectateur anonyme, donc je ne sais pas qui c'est. Oui, justement sur l'action, j'ai souvent été vu comme une personne qui procrastine et qui n'agit pas assez. La procrastination, c'est un vrai sujet chez les HPI, ça mériterait pas mal de temps. J'ai rédigé des articles sur le sujet qui donnent, d'ailleurs, c'est en 2 articles, hein, qui donnent 8 raisons de procrastination. Donc, on voit bien que ce sujet de la procrastination, pardon, c'est un sujet complexe et délicat auquel je ne peux pas répondre en 2 secondes. Mais en tout cas, oui, c'est clair que pas mal de HPI procrastinent, y compris quand c'est pour lancer un business et même quand on a totalement les mains libres d'une certaine façon. Alors, Laurence,
oui, ça peut faire passer la personne pour un arrogant et de la jalousie chez l'autre. Tout à fait, ça c'est clair. Voilà pourquoi aussi l'entrepreneuriat peut être un vrai atout. Et quand on a des clients qui sont jaloux, c'est peut-être qu'on n'a pas choisi les bons clients, pour faire un peu court. Ça nous donne l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde avec l'intuition que les autres, puisque parfois incompris, puisque vous voyez ce que les autres ne voient pas. Bien sûr. Mais en même temps, si vous avez une intuition qui est tellement pertinente, eh bien, ça vaut sans doute le coup de la lancer. Par contre, si vos clients ne la comprennent pas, encore une fois, soit peut-être c'est pas les bons clients, soit peut-être qu'il faut savoir aussi user de pédagogie à un moment donné. Ou alors, il faut interpréter votre intuition pour la rendre compréhensible. Alors, j'espère que j'ai répondu à peu près à vos questions. Alors, je continue sur les atouts de l'entrepreneur HPI. Oui, il a une forte sensibilité à son marché. En fait, d'une façon générale, les HPI sont plus sensibles que la moyenne et cette sensibilité s'applique aussi à leur capacité à sentir les choses sur le marché où ils évoluent parce que c'est un sujet dans lequel ils baignent en permanence et comme ils ont tendance à rapidement s'adapter au domaine où ils travaillent, eh bien, sur leur domaine d'activité, même quand c'est un domaine mouvant, ils sont capables de sentir les mouvements de ce marché. Et ça, forcément, c'est évidemment un grand atout pour évoluer en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, je pense à une de mes clientes à ce sujet-là qui avait senti avant tout le monde, elle était sur un domaine de formation, mais un domaine de formation assez innovant, et elle a senti avant tout le monde la grande importance d'avoir des certifications en tant qu'organisme de formation. Alors, je rentre pas dans les détails des types de certifications, mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'elle a réussi à développer son business et à le maintenir dans un monde qui était extrêmement concurrentiel. Grégory, j'ai la sensation que nous prenons rarement le temps d'être pédagogiques car nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes incompris. Bien sûr, c'est une évidence. Tout part de là. À partir du moment où on ne comprend pas pourquoi on est incompris, où on n'a pas pris conscience de notre différence, en fait, c'est ça, hein, qui est une des clés dont je vais vous reparler, eh bien, évidemment, on ne prend pas le temps d'être pédagogique. Alors que quand on a compris qu'on est différent et qu'il y a nécessité à faire de l'interprétation et de la traduction, eh bien, on est plutôt doué pour expliquer, on est plutôt doué pour faire de la traduction et faire de la pédagogie. En tout cas, pour certains d'entre nous. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai une dernière? Voilà. Et alors, si en plus vous êtes en situation de manager, eh bien, vous êtes en général un manager en tout cas qui favorise l'initiative. On pourrait parler même d'empowerment, c'est-à-dire de favoriser la, la révélation des potentiels de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui peut créer une vraie différence, surtout quand on a une petite entreprise et qu'on n'a pas beaucoup d'employés. Eh bien, ça peut créer une vraie différence pour vendre des services qui sont extrêmement innovants, pour produire des services extrêmement innovants. Alors après les atouts, bien évidemment, on va parler des zones aveugles. Alors la première zone aveugle dont je voudrais vous parler, c'est la tendance à se disperser. Alors, est-ce que c'est une zone aveugle? Je ne dirais pas complètement parce qu'en général, vous savez que vous avez cette tendance à vous disperser. Mais par contre, là où c'est une zone aveugle, c'est que vous ne vous rendez pas toujours compte à quel point vous avez du mal à vous départir de cette tendance à vous disperser. Alors concrètement, en fait, ça vient de quoi? Tout simplement, les HPI ont un intérêt pour mille choses, mille sujets. Ils sont particulièrement attirés par la nouveauté aussi. Donc c'est ce qui fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai mis cette image de l'abeille hein, qui butine toutes les fleurs. Elle adore la nouveauté aussi d'une certaine façon. Ils ont 1000 idées à la minute et surtout, ils se sentent frustrés s'ils n'exploitent pas toutes ces idées parce qu'ils se disent qu'il y a toujours un potentiel incroyable derrière chaque idée, derrière chaque nouveauté. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tendance, en tant qu'entrepreneurs, qui plus est, hein, à lancer plusieurs projets à la fois, euh, à avoir en plus des projets qui sont tous relativement difficiles. Ils ont aussi beaucoup de mal à se focaliser sur l'un d'entre eux parce que tous sont intéressants. Et s'ils sont dirigeants, ils ont tendance aussi à être perçus par leur entourage, leurs associés, leurs collaborateurs, leurs partenaires, voire leurs clients, comme manquant de vision à long terme. Alors ça, c'est le paradoxe, parce qu'ils ont plutôt une bonne vision à long terme, mais comme ils ont tendance à se disperser, ils sont perçus par les autres comme une personne qui manque de vision, qui manque de persévérance.
Alors Julie, comme salarié, l'envie et la jalousie étaient présentes. Oui, d'accord. J'étais perçu comme une menace pour la hiérarchie. OK. Ayant une maîtrise universitaire, le chef d'équipe la manager n'ont pas, alors qu'ils n'ont plus, ils ont plus d'ancienneté. Oui, bien sûr. Ils peuvent être jaloux de vos diplômes, ils peuvent être jaloux de votre personne, hein, plus globalement. Et donc, vous avez développé un outil de dépistage pour votre clientèle qui n'existait pas. Et étant basé sur les données probantes et l'expertise de votre équipe, j'ai donc eu des cours sur différents sujets dont ils n'avaient pas connaissance. Oui, alors, qui plus est, si en plus vous avez accès à une connaissance que vos managers, vos managers n'ont pas, bien évidemment, ce genre de choses peut être perçu vraiment comme une menace, on va dire, par vos managers. Bien évidemment, tous ne réagissent pas comme ça. Il y a certains HPI que je rencontre régulièrement, ils me disent, mais moi j'ai eu la chance, dans mon début de carrière ou au milieu de ma carrière, de rencontrer un manager qui était extraordinaire, et grâce à ça, je me suis épanoui. Et c'est là où j'ai pas compris, c'est quand je suis retombé sur un manager qui était complètement différent. Donc, pour revenir à cette tendance au dispersement, ou à la dispersion, tous ces sujets, c'est-à-dire le fait de lancer plusieurs projets, d'avoir des projets qui sont difficiles, d'avoir du mal à se concentrer, eh bien, ça freine le passage à l'action. Alors, au passage, je fais une petite parenthèse. Attention à ne pas confondre avec les troubles de déficit de l'attention, le TDA. Certains HPI cumulent avec le TDA, les troubles de l'attention, mais toutes les personnes qui sont concernées par le TDA ne sont pas forcément des HPI et n'ont pas forcément cette tendance à la dispersion. Donc, il faut savoir distinguer un peu les deux parce que pour certains, ils ont les deux à la fois. Quelle est la part de mon intérêt pour 1000 sujets, mon intérêt pour la nouveauté qui fait que j'ai tendance à me disperser et quelle est la part qui peut être liée au TDA parce que ça, le TDA, ça peut se traiter y compris d'ailleurs au plan médical. Donc, c'est vraiment un autre sujet et je vous renvoie vers des spécialistes du TDA pour ça. Alors, autre zone aveugle, ils ont tendance à abandonner facilement. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est quelqu'un qui, on n'arrête plus de se croire au JO, qui part en arrière dans la course vers ses objectifs. En fait, les HPI, ils font tout très vite, y compris parfois envoyer leurs projets aux oubliettes. Surtout si en plus ils ont un entourage qui leur dit attention, c'est difficile, tu vas pas y arriver, ou qui ne comprend pas votre projet, ou qui n'est pas d'accord. C'est d'autant plus difficile j'allais dire, de combattre un peu les prophètes de malheur. Mais comme le dit l'adage, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À ce sujet-là, je pense à une de mes clientes, hein, c'est une personne qui souhaitait créer sa boîte, mais qui, dans sa carrière, avait tendance et qui, à plusieurs reprises, avait complètement changé d'orientation. Et à chaque changement d'orientation, elle cumulait plusieurs changements radicaux à la fois. Et elle m'a dit qu'elle regrettait en fait ces changements radicaux, ces grands coups de barre à gauche, ces grands coups de barre à droite, parce que d'une part, ça l'a mise en situation difficile, voire en situation d'échec, donc avec des conséquences négatives sur sa carrière. Donc du coup, c'était des regrets, c'était vraiment un manque d'estime de soi. Mais en plus, elle n'a pas pu tirer véritablement d'enseignement de ces changements parce qu'il y avait trop de changements en même temps et elle ne savait pas distinguer lequel aurait été bon et lequel éventuellement ou lesquels étaient éventuellement moins bons. Et comme en plus les HPI ont aussi une tendance à généraliser un peu vite, par exemple, c'est ma première expérience entrepreneuriale ne s'est pas bien passée, donc j'ai pas envie d'y retourner parce que c'est trop dangereux pour moi, ou c'est pas fait pour moi, je pense que je suis pas sûr d'être fait pour ça. Certains le disent aussi pour le management, alors que peut-être c'était juste parce qu'ils s'y étaient pas bien pris. Alors je jette un œil aux questions en même temps. Maude, ce point de dispersion peut faire peur pour se lancer dans l'entrepreneuriat car on peut avoir peur d'être lassé de son activité dans les 5-10 ans. Oui, c'est vrai, Maud. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et en même temps, j'ai envie de dire, où est le problème si dans 5 ans, eh bien, vous changez de projet? Alors, c'est vrai que à chaque projet que vous lancez, ça demande un temps, ça demande un investissement, euh, ça demande vraiment beaucoup de choses. Alors, je vois que des participants lèvent la main. Vous pouvez tout à fait poser vos questions directement par le système de questions-réponses. Il n'y a pas de chat, encore une fois, mais par le bouton QR, vous pouvez bien évidemment poser vos questions, faire vos remarques. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous répondre, Maude. Il n'y a pas de souci à changer de projet.
hormis qu'effectivement, à chaque fois, c'est un nouvel investissement, c'est un nouveau temps, c'est peut-être un nouveau risque de ne pas gagner de l'argent pendant un certain temps. Mais en général, les entrepreneurs qui ont déjà entrepris me disent tous, m'ont tous dit, et c'est ce que j'ai vécu moi-même, qu'une fois qu'on a entrepris un premier projet, un deuxième projet, eh bien, les autres sont quand même plus faciles. On a beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de fluidité dans les projets suivants. Et surtout, on peut s'appuyer aussi sur l'existant pour éviter de se retrouver sans revenu. Alors, Frédéric, on manque souvent de la qualité primordiale pour réussir, être un doueur, car on se disperse en permanence et on a un mal fou à se focaliser sur ce qui nous ennuie vite. Euh, alors, est-ce que les HPI ne sont pas des doueurs? Est-ce que les HPI sont moins dans l'action que les autres? J'en suis pas du tout sûr. De mon point de vue, en fait, ils peuvent peut-être effectivement se noyer dans leurs réflexions. Et ça, je vais en parler à la fin. C'est pour ça que je vais aller au plus vite pour ne pas perdre de temps. Mais ça rejoint un sujet essentiel, c'est ce que j'appelle le contrôle de son cerveau. Alors, en réalité, on ne contrôle pas vraiment son cerveau, ce serait un peu schizophrénique, mais je vous expliquerai un petit peu après de quoi il retourne. Mais de mon point de vue, il n'y a aucune raison qu'un HPI ne soit pas plus dans l'action qu'un autre, parce qu'au contraire, il a besoin d'action pour se réaliser, il a besoin de réalisation pour se sentir bien. Mais par contre, il peut avoir des freins, et c'est comprendre les mécanismes de ces freins qui est essentiel pour moi. Alors, autre zone aveugle, les HPI pensent ne jamais être prêts. En fait, ils ont un haut niveau d'exigence, ils ont une tendance au perfectionnisme, ils adorent apprendre, et donc c'est très facile pour eux de se dire, mais il me reste encore des choses, et des compétences à acquérir, voilà, que ce soit d'ailleurs comme salarié ou comme entrepreneur. Et en particulier, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de consultants, et tous me disaient, oui, mais il me manque encore telle connaissance en gestion de crise, en gestion de changement, en management ceci, en PNL, en cela. Alors, ok, ils adorent apprendre. D'accord. Il n'y a pas de souci pour continuer à apprendre. Mais fondamentalement, à la fin de l'accompagnement, ils avaient lancé leur projet et pour beaucoup, ils n'avaient pas du tout suivi les formations dont ils m'avaient parlé et tout allait bien. En réalité, moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que cette tendance à vouloir se former éternellement, en plus d'être un amour de l'apprentissage, c'était aussi une façon de repousser l'échéance. C'était une façon d'exprimer une forme de peur par rapport au fait d'aller se vendre, d'oser se mettre en avant. Ça, c'est difficile. C'était aussi le fait qu'ils manquaient de connaissance d'eux-mêmes. Et ça, c'est un point central sur les clés pour réussir. Je vous en parlerai après. Et puis en plus, donc, cette tactique de repousser l'échéance, c'est aussi une façon de confirmer le fait qu'ils ne sont pas capables d'y aller. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'y aller, ils n'y vont pas vraiment, en tout cas, ils contournent un peu l'obstacle, résultat, ça ne marche pas, et c'est ce qu'on appelle en fait en neurosciences, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif et c'est le biais de confirmation. Je tends inconsciemment à créer les conditions qui vont confirmer l'hypothèse que j'ai moi-même formulée, même si cette hypothèse s'avère complètement fausse. Voilà. Alors, autre zone aveugle, ils ont du mal à bien s'entourer. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est recrutement de profils très, très, très atypiques, hein, le Père Noël avec deux élans. En fait, les HPI adorent s'entourer, mais ils aiment pas être trop seuls d'une façon générale. Euh, comme ils adorent apprendre, et bien du coup, ils vont avoir tendance à s'entourer de personnes qui sont très différentes d'eux, parce qu'ils voient bien tout l'intérêt de s'entourer de personnes qui vont les enrichir. Mais ce faisant, elles sont parfois tellement différentes d'eux que vraiment il y a des problèmes de connexion et de compréhension. Ça peut vraiment arriver. Et c'est totalement inconscient parce que, encore une fois, ils n'ont pas conscience à quel point ils sont tellement spécifiques qu'ils ne peuvent pas se connecter à tout le monde, en tout cas pas se connecter si facilement que ça. Et puis, s'ils ont conscience que c'est important de se connecter à des gens qui leur ressemblent ou qui sont pas trop éloignés d'eux, ce qui va se passer, c'est que parmi ceux-là, il y a aussi les manipulateurs, les toxiques. En fait, ils ont même tendance à les attirer assez spontanément. Et en plus, les manipulateurs voient les HPI comme des cibles faciles parce que justement, ils ont beaucoup d'empathie. Et ça, ça peut être désastreux à long terme, surtout s'ils s'entourent de manipulateurs dans leur entourage d'associés. Et ça, j'en ai connu pas mal dans mes clients.
Et donc, il faut apprendre à savoir les détecter. Et pour ça, ça suppose déjà de bien se connaître soi. Encore une fois, c'est vraiment l'introspection qui est fondamentale au départ. Et quand ils sont créateurs ou entrepreneurs, ils ont besoin de s'entourer de personnes qui sont, encore une fois, pas trop éloignées de leur vitesse, de leur niveau d'exigence. Et ça, bah, ça court pas les rues. Donc, c'est pas si facile que ça. Alors, vous allez me dire, on va pas s'entourer que de HPI. Non, c'est clair. Mais il faut quand même qu'ils soient pas trop éloignés ou qu'ils aient une forme d'ouverture vers la différence. Autre zone aveugle, ils ont du mal à se vendre. Alors, ils ont du mal à se vendre. En fait, les HPI voient les vendeurs un peu à l'image des bonimenteurs. C'est pour ça que j'ai mis cette image de bonimenteur issue d'un album d'Astérix. Donc, c'est vraiment les vendeurs les plus caricaturaux. Ils veulent surtout pas ressembler à ces vendeurs caricaturaux. Tout ça, c'est à l'opposé de leurs valeurs d'authenticité, de sincérité. Euh, ils voient aussi leurs clients à leur propre image, c'est-à-dire des gens extrêmement exigeants. Donc, ils s'imaginent qu'ils vont pas être capables de leur vendre parce qu'ils se disent, non, non, ces clients sont tellement exigeants que moi, je vais pas y arriver. Donc, ça les paralyse aussi pour argumenter. Alors, en plus, il y a le syndrome de l'imposteur, donc du coup, c'est difficile de se mettre en avant. Voilà, c'est le manque d'estime de soi, hein, très clairement. Ils sont quand même globalement sur un service ou un produit relativement complexe, ils sont en situation d'abord de se vendre eux-mêmes avant de vendre leur service. C'est ça qu'ils font et c'est ça qui est difficile pour eux. Alors certains me disent, mais est-ce qu'il est raisonnable d'entreprendre après 50 ans? Alors que beaucoup d'entrepreneurs expérimentés vont dire le contraire, vont dire, mais ils ont beaucoup plus de chances de réussir sur la durée s'ils ont justement beaucoup d'expérience. D'autres me disent, mais on n'est pas fait pour manager, alors que c'est une totale fausse croyance. Donc pour tout ça, d'ailleurs, je vous renvoie vers mes autres webinaires justement spécialisés sur le management. Et à tout ça, moi, j'ajoute qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode pour vendre. Beaucoup de mes clients HPI me disent, mais on veut surtout pas faire de prospection à froid, on est mauvais là-dedans. Et en fait, la prospection à froid, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. D'abord parce que ça marcherait éventuellement pour un produit ou un service ultra classique. C'est rarement ce que fait un HPI. Un HPI se lance toujours dans un projet ultra innovant et souvent complexe. Donc, c'est en ça qu'ils ont une zone aveugle, c'est qu'ils ne sont pas conscients de la spécificité de leur produit ou de leur service. Et donc, ils n'ont pas conscience de la façon dont se vendrait leur produit. Alors, je jette un œil aux questions en même temps. Euh, Céline, les HPI pourraient donc avoir du mal à prendre des décisions? Oui, d'une certaine façon, parce qu'ils pèsent toujours le pour et le contre, et donc il y a vraiment ce côté difficulté à s'engager et peur de faire des erreurs. Ça, c'est surtout ça, la peur de faire des erreurs. Laurence, alors exact, ce n'est pas facile. Ok, je ne sais pas à quoi c'était relié. Julie, oui, c'est malheureusement le cas d'avoir des collègues manipulateurs et toxiques qui abusent justement de notre bonté d'âme et se permettent de remettre nos compétences en question et de nous manquer de respect jusqu'au harcèlement psychologique. Ben oui, effectivement. Voilà. Alors, et dans la question de la vente, j'ajoute autre chose, c'est que en général, les HPI ciblent mal leurs prospects. Donc, c'est ce que j'ai déjà évoqué. Euh, les HPI ont tendance à vouloir vendre un peu à tout le monde, peut-être pour des raisons, j'allais dire, c'est une pure supposition de ma part, mais de valeur d'universalité, d'équité. Ils se disent, ce serait quand même bien que tout le monde accède à mon service. Alors en plus, ils ont tendance à mal vendre parce que ils aiment pas trop vendre cher. Ils se disent, ben, si je vends trop cher, ce sera pas accessible. Même certains ont tendance à cibler inconsciemment des prospects qui sont peu solvables parce qu'ils se disent, c'est vraiment des gens bien, ces gens-là, ils galèrent, donc faut les aider. Donc, vous voyez un peu tous les travers qu'il peut y avoir derrière la difficulté à vendre. Et je dirais que vendre à tout le monde, ça pourrait être aussi une revanche sur la vie pour un HPI parce que c'est une façon c'est une revanche sur le fait qu'ils aient été rejetés par presque 98% de la population, d'une certaine façon. Alors, en plus, ils ont un esprit en arborescence. Ça les conduit donc justement à une forme de dispersion sur leur cible de clients. Ils imaginent tous les clients potentiels. Ils se disent, il faut surtout pas que j'en loupe. Et donc, voilà, une fois de plus, hein, le mécanisme à l'œuvre qui peut être assez contre-performant. Et encore une fois, ils proposent des services et des produits qui sont avant-gardistes, qui ne peuvent pas être vendus à tout le monde. D'une certaine façon, ils doivent vendre à des gens qui leur ressemblent ou en tout cas qui ont une certaine forme de coloration ou de connexion à eux.
Mais leur zone aveugle, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ça. Donc, de leur point de vue, leur produit ou service, il est juste normal. Alors, il y a une question, ou une remarque. Les HPI s'orientent-ils davantage vers le social et le solidaire? Alors, ils s'orientent beaucoup vers le social et le solidaire parce que, oui, il y a une forme d'humanité, d'humanisme, on pourrait dire. Après, ils ne vont pas tous dans l'humanisme, hein. J'en connais qui sont dans la communication, qui sont dans les nouvelles technos et pas forcément dans le social. Mais quelque part, cette valeur-là n'est jamais très très loin. Alors, autre zone aveugle, ils ont un rapport paradoxal à l'argent. Alors ça, c'est un sujet assez complexe. Je ne vais pas trop m'étendre, d'autant que je vois que j'ai presque plus de temps. Donc déjà, je suis à la bourre. Mais d'un côté, ils ont tendance à fixer des prix bien trop bas, notamment pour cette question d'empathie. Euh, Ils ont aussi, leur rapport à l'argent, il est aussi conditionné un peu par l'image qu'ils en ont au travers des personnes qui en dépensent beaucoup de façon ostensible et donc dont l'attitude est en déphasage avec leurs valeurs d'authenticité, de simplicité. Mais parallèlement, l'argent, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour plusieurs raisons, pour investir dans leur projet qui est souvent complexe, qui est difficile à mettre en œuvre. Ils en ont besoin aussi pour se ressourcer, pour apprendre, pour renouveler leurs produits. Et ça, ils ne réalisent pas toujours ça. Et donc là, ils sont un peu tiraillés entre d'un côté le fait que bah, ils en gagnent pas beaucoup et de l'autre, ils en ont besoin de beaucoup. Et ils se disent, mais c'est la quadrature du cercle d'une certaine façon. Et puis à ça, j'ajoute aussi un sentiment qui est assez largement partagé. Je sais que j'ai eu cet échange avec certains d'entre vous, c'est la peur de l'insécurité financière. Or, oui, lancer un projet, bah, c'est à un moment donné accepter cette insécurité, ce risque d'insécurité financière tout en ayant conscience que vous pouvez réussir très très vite, mais ça à condition de suivre les bonnes clés. Donc comme j'y arrive aux clés, je vais aller un petit peu plus vite. Alors comment faire justement de toutes ces espèces de handicaps ou de ces atouts aussi, hein, de ces forces, on va dire un levier pour votre réussite. Le premier point, et je l'ai déjà évoqué, c'est de travailler votre estime de vous. Pour arriver à mieux vous vendre, et donc à mieux vendre tout court, il faut travailler votre estime de vous et prendre conscience aussi que vous avez un haut niveau d'exigence et que peut-être parfois ce haut niveau d'exigence vous paralyse. Mais travailler sur votre estime de vous, ça peut pas se faire n'importe comment. Moi, mon expérience, j'ai essayé avec tout un tas de techniques et de tactiques habituelles et d'outils habituels, eh bien, ça fonctionne pas très bien. Donc, il faut utiliser des outils adaptés au HPI qui sont un peu plus en profondeur, qui sont un peu plus authentiques et qui vont surtout chercher à expliquer ce qui se passe. Les HPI ont souvent besoin de comprendre pour pouvoir agir. L'autre clé, c'est apprenez-vous à vous fixer des ambitions atteignables. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, non, ça va me frustrer parce que sinon, les projets, les ambitions, les objectifs vont pas être suffisamment motivants. En fait, vous n'êtes pas obligé de perdre de vue vos rêves et vos sommets très élevés. Justement, pour employer cette image un petit peu, cette métaphore de la montagne que j'adore, eh bien, l'alpiniste qui part du camp de base pour aller à l'Everest, si jamais il passe son temps à regarder le sommet de l'Everest, eh bien, il a peu de chances de l'atteindre parce qu'il va se décourager très vite. Par contre, celui qui va regarder essentiellement le camp suivant, le camp 1, puis le camp 2, puis le camp 3, et surtout celui qui va régulièrement se retourner pour dire waouh, c'est tout ça que j'ai fait, c'est incroyable, eh bien, lui, il a beaucoup plus de chances d'atteindre le sommet. Donc voilà en quoi je dis que vous pouvez toujours avoir ce rêve de l'Everest, mais en vous fixant des ambitions atteignables et en pensant aussi à célébrer les étapes intermédiaires. Et concernant le processus de vente, ben, je dis apprenez à renverser le paradigme. Plutôt que de chercher à prospecter, et si vous vous affichiez, on va dire presque dans la nature, mais le plus largement possible, c'est ce que je fais par exemple moi sur LinkedIn, pour dire qui je suis concrètement, et à ce moment-là, vous allez attirer à vous essentiellement celles et ceux qui ont besoin de vous. Alors je sais, s'afficher, ça, c'est pas facile. Ça suppose d'avoir travaillé sur son estime de soi, donc vous voyez la logique de l'ordre. Prenez conscience de votre avant-gardisme. Ben oui, vous avez un projet, un produit, un service qui est pas tout à fait fait pour tout le monde. Et d'une certaine façon, il va aussi falloir apprendre à ne pas plaire à tout le monde. Alors ça, je sais, c'est pas facile non plus. D'une façon générale aussi, je dis, apprenez à sortir du déni du HPI.
On est d'accord, hein, on n'aime pas ce terme-là, mais il n'est pas question d'intelligence. Et il n'est pas non plus question, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le sujet du HPI ou de nommer le sujet pour assumer qui vous êtes, pour assumer votre différence. Vous pouvez tout simplement assumer vos modes de fonctionnement différents et en faire de véritables atouts. Je vais vous citer quelques exemples. Roger Federer, qui a quand même bien réussi avec ça. Amel Bent, chanteuse. Franck Gastambide, acteur. Shakira, chanteuse. Et puis plein d'autres qui sont moins connus, des entrepreneurs qui ont réussi, mais qui ont assumé qui ils étaient. Alors, je vous disais tout à l'heure, apprenez à contrôler votre cerveau. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un travail neurocognitif de compréhension du mode de fonctionnement de votre cerveau, en particulier celui des mécanismes de l'attention. Alors, encore une fois, il faut distinguer du TDA, mais cet apprentissage vous permettra de mieux canaliser votre attention sur vos objectifs prioritaires, de mieux aussi organiser votre journée, de savoir trouver des espaces de liberté tout en étant canalisé. Donc ça, c'est très important. Parce que passer d'une extrême à l'autre, ça, c'est pas bon. Si vous vous canalisez trop, il vous manque la liberté et ça fonctionne pas. Et puis en même temps, admettez peut-être que votre projet puisse être multiple. Et donc, vous pourrez peut-être quand même être dans la multiplicité, même si vous apprenez à vous canaliser. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les émotions sont centrales chez les HPI, donc apprenez à travailler la gestion de vos émotions. Et encore une fois, sur ce sujet, ça ne peut pas se faire par des techniques habituelles. Je vais vous donner un exemple. Les émotions arrivent tellement vite et tellement fort que toutes les techniques classiques de gestion des émotions, et Dieu sait si je les connais bien, parce que j'ai suivi une formation et je suis certifié en psychologie positive au travail, donc ce sujet des émotions, je l'ai travaillé en long, en large et en travers. Eh bien, les techniques habituelles de gestion des émotions ne fonctionnent pas. Donc, ça suppose d'adopter des techniques particulières. Et puis, si vous êtes encore dans le brouillard, si vous avez encore une tendance à l'ennui, si vous avez toujours du mal à choisir et à prioriser, si vous avez toujours la peur de ceci, la peur de l'incertitude financière, la peur de vous faire rejeter, la peur de la solitude, votre tendance à attirer les toxiques, eh bien, j'ai envie de dire, faites-vous accompagner. Mais surtout, faites-vous accompagner par un expert HPI, encore une fois, qui lui-même a vécu ce que vous avez vécu. Pourquoi? Parce que les techniques classiques ne fonctionnent pas pour les HPI. Je pourrais vous donner 1000 autres exemples de coachs. Moi, j'ai été accompagné par des tas de coachs que je trouvais super, qui sont super, mais qui n'étaient pas adaptés à moi. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement collectif, eh bien, il y a aussi la masterclass HPI. Alors, ça vous sert à quoi la masterclass? C'est une formation. Ça vous sert à comprendre les modes de fonctionnement spécifiques des HPI, en faire des forces. Donc, c'est prolonger un petit peu ce que je vous explique aujourd'hui. C'est bénéficier d'un bilan personnalisé, d'identifier vos propres forces, c'est de clarifier vos objectifs professionnels, les rendre réalisables et d'identifier des pistes pour les atteindre, c'est de réussir à vous engager durablement vers l'atteinte de ces objectifs. Ça, c'est jamais simple. Et c'est de bénéficier d'un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent, avec qui partager. Alors concrètement, c'est quoi cette masterclass? C'est 6 demi-journées en présentiel. C'est un groupe de 6 à 10 participants. C'est une session qui va démarrer à Lyon le 4 novembre. Donc au passage, hein, les 6 demi-journées, c'est espacé d'à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines. C'est une session qui va démarrer à Paris le 26 mars 2025 et jusqu'au 24 septembre, c'est-à-dire mardi prochain, je propose 20% de promotion sur le tarif, c'est-à-dire que vous passez de 900 à 720 euros en autofinancement. Voilà, et je vais jeter un œil aux questions. Désolé, je suis un peu en retard. Alors, y a-t-il pas, Frédéric, une forme de perfectionnisme où on veut trop bien faire, donc on ne fait finalement pas grand-chose? Tout à fait. Tu as totalement raison, Frédéric. C'est vraiment le perfectionnisme qui peut être un frein à l'action. Euh, la peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas aller au bout, d'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que justement, en n'allant pas au bout, en ne commençant pas, on va évidemment pas au bout. Et Laurent, c'est impossible pour moi de me positionner en HPI, trop ambitieux, je ne peux pas, c'est trop prétentieux pour moi. Eh ben, c'est peut-être que on peut oublier le terme HPI et parler du terme de multipotentiel. Alors pourquoi j'ai pas utilisé le terme de multipotentiel? Tout simplement parce que il est un peu plus long et j'aurais pris un petit peu plus de temps. Voilà. Et comme j'ai déjà 7 minutes de retard,
Est-ce que vous avez d'autres questions? Et en même temps que je vais observer vos autres questions ou autres remarques, j'ai quelques messages personnels. Je ne sais pas si Johan est là. Je vais arrêter le partage. Et je vous ai dit au passage que vous pouviez prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est gratuit, c'est sans engagement, ça dure 30 minutes. Et voilà, vous avez le lien ici, mon lien Calendly. J'espère que vous l'avez reçu à nouveau. Le but, c'est encore une fois d'approfondir à titre personnel, d'avoir un bilan un petit peu plus personnalisé de votre situation, de clarifier vos objectifs et de savoir comment avancer vers vos objectifs. Alors, j'avais noté pour Johan, je ne sais pas s'il est là. Et si vous étiez vraiment doué pour entreprendre, mais que vous n'aviez pas les bonnes clés de lecture sur vos modes de fonctionnement et sur vos forces pour pouvoir pleinement les utiliser? Chloé, et si la clé pour ne plus vous éparpiller était de réapprendre à vous connaître et redécouvrir votre personnalité authentique et profonde? Maxence, et si la clé pour réussir à bien vous vendre était de ne pas chercher à le faire, mais de plutôt affirmer votre excellence? Séverine, et si je vous disais que vous êtes déjà prête à vous lancer, qu'est-ce que cela vous permettrait de faire comme premier pas? Maude, et si je vous disais que vous êtes parfaitement capable de réussir seul votre projet entrepreneurial, quel premier pas feriez-vous pour le démarrer? Amélie, non, Aurélie, pardon. Et si votre envie d'abandonner était juste liée à votre cerveau qui interprète les choses trop vite, qu'auriez-vous envie de dire à votre cerveau pour qu'il ne vous trompe plus? Laurence, et si votre manque d'expérience en entreprise était justement un atout pour le rapporter un regard neuf et pertinent, qu'est-ce que ça vous donnerait envie de faire maintenant? Marc, et si tu avais 30 ans dans ton esprit et dans ton cœur, comment aurais-tu envie de parler de ton projet à tes financeurs potentiels? Voilà, Laïla, et si vous preniez conscience de la haute valeur que vous pouvez apporter à vos clients, à qui d'autre que des collègues, que des collèges, pardon, auriez-vous envie de proposer vos services pour vous permettre de gagner correctement votre vie? Manu, et si vous engagiez moins avec vos prospects tant qu'ils n'ont pas signé, et plus dans le fait d'afficher pleinement qui vous êtes pour attirer à vous ceux qui ont vraiment besoin de vous? Nathalie, et si pour réussir à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, il fallait d'abord accepter l'idée même d'être HPI ou multipotentiel? C'est au choix. Julie, et si le fait d'assumer pleinement vos différences vous permettait d'être mieux à l'écoute de vos capteurs de personnes toxiques? Et Céline, et si tu décidais enfin d'aller voir les clients qui te correspondent le mieux, ceux avec qui tu vas influer vraiment sur le monde avec des applications totalement nouvelles? Et Gwenaël, pour finir, et si votre tendance à passer d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire avoir confiance en tout le monde versus je vois le mal partout, était liée au fait que vous êtes encore dans l'adaptation, voire la suradaptation? Qu'est-ce que ça vous donnerait envie de faire? Voilà, j'en ai terminé. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres messages? Oui, il y en avait encore un avant de vous quitter. Merci pour ces messages personnalisés. Eh ben, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Moi, personnellement, j'en ai terminé et bien évidemment, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Encore une fois, c'est gratuit et sans engagement. Je n'aurai pas de webinaire avant novembre, mais par contre, eh bien, il y aura la masterclass qui va démarrer à Lyon le 4 novembre et à Paris au mois de mars prochain. Donc, sachez que celle de Lyon a déjà 5 inscrits et un maximum de 10, donc il va falloir pas tarder pour vous inscrire. Les places sont limitées. Merci pour votre présence, merci pour vos retours. Une très bonne soirée et puis à bientôt.